Dans la cantine surchauffée du lycée Carl von Millstone, un silence de plomb s'abattit comme une lame lorsque Marcus Klein, le despote incontesté de l'école, empoigna sauvagement le col d'Aisha Coleman, une nouvelle élève noire dont le regard incandescent semblait défier l'univers. Les couverts s'immobilisèrent en l'air, les plateaux vacillèrent, et 300 regards se rivèrent sur cette scène où le temps lui-même parut suspendu. Mais Aisha ne hurla pas, ne trembla pas. Son calme, plus tranchant qu'une épée, pulvérisa l'arrogance de Marcus, et dans cet instant figé, une question enfiévra chaque esprit. Comment une jeune fille, isolée face à une meute, pouvait-elle tenir tête à un tel monstre? Si cette injustice vous met hors de vous, si la rage vous consume face à cette violence, alors joignez-vous au combat d'Aisha. Laissez un commentaire avec un seul mot: justice. Likez, partagez et faites rugir votre voix pour que cette lutte ébranle les murs de cette école, et au-delà. 4 semaines plus tôt, Aisha Coleman, tout juste débarquée de Berlin, franchit les portes du lycée Carl von Millstone, niché dans la ville paisible mais impitoyable de Brandenburg. Avec ses tresses impeccables tombant en cascade sur ses épaules, ses baskets aux couleurs éclatantes et son sweat violet orné d'un slogan audacieux, elle irradiait une assurance qui attirait les regards comme un phare dans la nuit. Mais ce n'était pas de l'admiration qu'elle percevait dans les yeux des autres élèves. C'était une curiosité glaciale, teintée de méfiance, parfois de dédain. Brandenburg n'était pas Berlin. Ici, les rues étaient trop calmes, les visages trop uniformes, et être différent revenait à porter une cible dans le dos. Aisha, forgée par les leçons d'une grand-mère militante et d'un frère aîné, Jamal, qui veillait sur elle comme un gardien, savait qu'elle devait marcher la tête haute, même sur un sol semé d'embûches. « Redresse-toi, ma fille », lui avait murmuré sa grand-mère ce matin-là, les yeux brillants d'une sagesse durement acquise. « Même quand le monde te pousse à tomber, tu restes debout. » Dès son premier jour, les murmures la traquèrent comme une ombre tenace. Les couloirs du lycée, tapissés de bannières de trophées et de portraits d'anciens élèves, tous blancs, sans exception, semblaient rétrécir à son passage. En classe de littérature, Hermüller, un professeur à la voix monocorde, interrompit son cours pour la présenter. « Aisha Coleman, arrivée du Nord, accueillez-la s'il vous plaît. » Quelques hochements de tête mécaniques, un sourire timide de Lena Schmidt, une fille discrète aux lunettes rondes, mais au fond de la salle, Marcus Klein, drapé dans sa veste de sport et un ego démesuré, se pencha vers son acolyte, Ben. « Regarde ce qui a rampé hors des bas-fonds de Berlin. » Ben éclata d'un rire gras, et Lucas, un autre de leur bande, ricana. Aisha entendit chaque mot. Elle ne se retourna pas. Elle n'en avait pas besoin. Ses piques, elle les avait déjà essuyées dans d'autres écoles, ses moqueries masquées sous des airs de plaisanterie, ses phrases crachées dans chaque établissement qui se vante d'être inclusif. Le lendemain, en cours de chimie, Aisha fut assignée à travailler avec Lena, dont le silence nerveux était presque réconfortant. Sans questions inutiles, sans bavardage, elles se concentrèrent sur leur expérience, mesurant une solution acide avec précision. Mais alors qu'elles notaient leurs résultats, Marcus passa près de leur paillasse, son coude, malencontreusement, heurtant le bêcher d'Aisha. Le liquide corrosif éclaboussa ses notes, transformant ses pages en un chaos illisible. « Oups !» lança Marcus avec un sourire venimeux, ses dents blanches luisant sous les néons. « La chimie, c'est pas pour tout le monde, hein ?» Aisha releva lentement la tête, son regard perçant le sien comme une flèche. « La décence non plus, on dirait. » rétorqua-t-elle, la voix ferme mais mesurée. Marcus se figea, pris de court. Ben et Lucas échangèrent un coup d'œil, mais Marcus retrouva vite son assurance. « Fais gaffe, la nouvelle, » siffla-t-il, son ton chargé de menaces. « Cette école n'aime pas les grandes gueules comme toi. » Aisha haussa un sourcil, un sourire froid aux lèvres. « Et moi, je n'aime pas les petites caïdes qui se croient intouchables. » La sonnerie retentit, mettant fin à l'échange, mais alors que les élèves quittaient de la salle, Marcus se pencha vers elle, son souffle chaud contre son oreille. « T'as fait une grosse connerie, là. » Aisha, sans ciller, répondit. « Je ne fais pas de conneries. Je prends des décisions. » La première semaine s'écoula, et la campagne contre Aisha prit une ampleur insidieuse.
Des boules de papier froissé s'amoncelaient dans son casier, des messages griffonnés à la va-vite. « Dégage de là. T'as rien à faire ici », glissait sous ses livres. Son manuel d'histoire disparut sans laisser de traces, et ses baskets neuves, un cadeau de sa mère après des mois d'économie, furent retrouvées trempées dans un seau crasseux de l'intendant, puant l'eau croupie. Mais Aïcha ne versa pas une larme. Elle ne dit rien. À la place, elle consignait tout dans un carnet noir, usé au coin, qu'elle gardait précieusement à côté de son classeur de biologie. Chaque insulte, chaque sabotage, chaque regard méprisant était noté avec une précision chirurgicale, suivant le conseil de sa grand-mère. « Ne gaspille pas tes larmes, Aïcha, rassemble des preuves. » Chaque soir, alors que sa mère, Nadine, réchauffait un ragoût de lentilles dans leur petite cuisine, elle posait la même question. « Comment ça va, à l'école, ma chérie ?» Aïcha, jouant distraitement avec un poids du bout de sa fourchette, répondait « Bien ». Mais Nadine, avec son regard perçant de femme qui avait trop vu, n'était pas dupe. « Aïcha Nadine Coleman, je ne t'ai pas élevée pour que tu me serves des mensonges. » Aïcha hésita. Elle brûlait de tout déverser, les moqueries, les humiliations, la solitude qui l'étranglait. Mais elle savait ce qui arriverait. Sa mère, enflammée par l'injustice, déboulerait au lycée, un dossier de règlement scolaire sous le bras, et la situation deviendrait un enfer. « Je gère », dit-elle finalement, la voix basse mais résolue. Le soir, dans le garage familial, transformé en salle d'entraînement de fortune, elle parlait à Jamal par vidéo. « Tu continues à t'entraîner, ma sœur ?» demanda-t-il, sa voix grave résonnant dans l'espace encombré de vieux pneus et d'haltères. « Tous les matins », répondit Aïcha, essuyant la sueur de son front. « Tu te souviens de tout ?»« Oui. » Force minimale, réaction contrôlée, vigilance à chaque instant. Et surtout, la violence, c'est l'arme des faibles, le dernier recours. Jamal soupira, son regard durci par l'inquiétude. « Mais s'il te touche, Aïcha, tu termines ça, vite et bien. » Elle jeta un coup d'œil au sac de boxe, rafistolé avec du ruban adhésif argenté, et à l'haltère encore poudré de craie blanche. « T'as peur ?» demanda-t-il. « Plus maintenant » murmura-t-elle, un feu tranquille dans les yeux. Le lendemain, Aïcha arriva à l'école vêtue d'un t-shirt noir frappé d'un slogan en lettres blanches. « Je ne plie pas ». Ses tresses étaient relevées en un chignon serré, ses jeans déchirés aux genoux, et elle marchait avec une assurance qui faisait frissonner le couloir. Marcus l'observa depuis son casier, ses yeux plissés comme ceux d'un prédateur. Tout le couloir sembla retenir son souffle. Aïcha sentit une tension dans l'air, comme l'électricité avant un orage. Elle ignorait quand ou comment, mais elle savait que quelque chose allait éclater. Et elle serait prête. Un matin gris, sous une bruine typique de Brandenburg, Aïcha attendait à l'arrêt de bus, son sac sur une épaule, les écouteurs vissés aux oreilles. La musique, un vieux morceau de Nina Simone, la tenait debout. Mais en entrant dans l'école, elle remarqua un changement. Les couloirs bourdonnaient comme toujours, mais les conversations s'éteignaient à son passage. Certains élèves détournaient les yeux, comme s'ils n'avaient rien vu. D'autres fixaient leur téléphone avec une intensité feinte. Aïcha comprit pourquoi en ouvrant son casier. Un papier glissa à ses pieds, froissé, taché d'encre. Elle se baissa pour le ramasser et son cœur s'arrêta. C'était une photo, arrachée de son carnet personnel, une image précieuse de sa famille, sa mère en blouse d'infirmière, Jamal en uniforme de foot, sa grand-mère avec son sourire de lionne. Mais leurs visages étaient méconnaissables, défigurés par des caricatures racistes, des insultes griffonnées au marqueur noir. Singes, retournez en Afrique. Pire encore, cette photo n'était pas seulement dans son casier. Une copie était épinglée sur le panneau d'affichage central de l'école, exposée comme un trophée sous les yeux de tous. Les élèves passaient devant, certains riant aux éclats, d'autres baissant la tête, complices par leur silence. Personne ne la décrocha. Aïcha sentit une rage volcanique monter en elle, une colère si brute qu'elle lui coupa le souffle. Ses mains tremblèrent. Mais elle arracha la photo du panneau, ignorant les ricanements de Ben et Lucas, postés non loin, leur sourire faussement innocent. Elle marcha droit vers le bureau de Herr Brown, son professeur d'histoire, un homme aux lunettes épaisses et à l'air perpétuellement fatigué. « Regardez ça », dit-elle en jetant la photo sur son bureau, sa voix vibrant de fureur contenue. Herr Brown ajusta ses lunettes, fronça les sourcils, puis soupira. « C'est fâcheux, Aïcha. Mais les adolescents font des bêtises, tu ne devrais pas prendre ça trop à cœur. » Aïcha le fixa,
incrédule, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. « C'est ma famille, Herr Braun. C'est du racisme pur et dur. Et vous appelez ça une bêtise? » Il haussa les épaules, mal à l'aise. « Sans preuve de qui est-ce responsable, je ne peux rien faire. C'est anonyme. » Aïcha serra les poings, sa voix tombant dans un murmure glacial. « Vous ne voulez rien faire, vous voulez dire. » Elle tourna les talons, mais pas avant d'entendre Herr Braun murmurer à une collègue dans le couloir. « Elle est brillante, mais elle doit apprendre à s'intégrer. Ces gens-là ont toujours du mal à se fondre dans le décor. » Ces mots, comme un coup de poignard, s'enfoncèrent dans sa poitrine, ravivant une blessure ancienne. Ce soir-là, dans le garage, Aïcha frappa le sac de boxe jusqu'à ce que ses phalanges soient à vif, chaque coup un cri silencieux contre l'injustice. Jamal, en appel vidéo depuis son dortoir universitaire, la guida. « Canalise cette rage, Aïcha. Ne la laisse pas te dévorer. » Elle hocha la tête, le souffle court, la sueur perlant sur son front. « Ils ont touché à ma famille, Jamal. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. » Elle griffonna dans son carnet, notant la date, l'heure, les mots exacts de Herr Braun, le rire de Ben, le silence coupable de Lena. Chaque page était une arme, une promesse qu'elle ne se laisserait pas briser. Quelques jours plus tard, un nouvel incident la frappa comme une gifle. En classe de français, Clara, une fille qui s'était montrée amicale les premiers jours, fit circuler une note sous les bureaux. Aïcha l'intercepta par hasard, et son estomac se noua. C'était un dessin d'elle, ses tresses exagérées en serpillière, accompagnées d'un commentaire manuscrit. « T'as déjà pensé à te lisser les cheveux? On dirait un balai. » Clara, surprise, balbutia. « C'est juste une blague, Aïcha. Détends-toi. » Aïcha froissa le papier, son regard brûlant de mépris. « La prochaine fois, fais tes blagues en face, Clara. À moins que t'aies trop peur. » Clara baissa les yeux, rouge de honte, mais Aïcha vit Marcus sourire dans le fond de la salle, ses doigts tapotant son bureau comme un chef d'orchestre savourant son œuvre. Il était derrière tout ça, elle en était certaine. Mais la goutte d'eau, celle qui fit déborder le vase, survint un midi à la cantine. Aïcha s'assit seule, comme toujours, son plateau posé devant elle, son regard perdu dans le vide. Lena, hésitante, s'approcha timidement. « Je voulais juste dire que la photo sur le panneau, c'était immonde. Je suis désolé. » Aïcha hocha la tête, un merci coincé dans la gorge, mais avant qu'elle puisse répondre, Marcus et sa bande s'avancèrent, leurs pas lourds, résonnant comme un tambour de guerre. « Alors, Coleman, t'as aimé notre petit chef-d'œuvre » lança Marcus, sa voix assez forte pour faire taire la moitié de la salle. Les rires fusèrent, cruels, comme des flèches empoisonnées. Aïcha posa sa fourchette, son pouce accélérant, une chaleur furieuse montant dans sa poitrine. « T'es fier de toi, Marcus? Défigurer une photo de ma mère, salir ma famille, c'est tout ce que t'as dans le ventre? » Il s'approcha, son ombre planant sur elle, un rictus menaçant aux lèvres. « T'es sur mon territoire, ici, Coleman. Ferme ta gueule avant que ça devienne vraiment moche. » Aïcha se leva, son regard ne vacillant pas, ses poings serrés le long de son corps. « Essaye pour voir, Klein. Je t'attends. » Les élèves autour retinrent leur souffle, l'air crépitant de tension. Un surveillant, alerté par le silence soudain, intervint, ordonnant à Marcus de reculer. Mais le mal était fait. Les rires, les regards, la honte publique pesaient sur Aïcha comme une chape de plomb. Ce soir-là, elle rentra chez elle, le carnet serré contre sa poitrine comme un bouclier. Sa mère, épuisée par une garde de nuit à l'hôpital, remarqua son silence inhabituel. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? » Aïcha secoua la tête, ravalant ses larmes. « Rien que je ne puisse gérer, maman. » Mais seule dans sa chambre, elle relut ses notes, chaque mot ravivant sa détermination. La photo défigurée, les insultes, les silences complices, tout cela formait un motif, un système conçu pour l'écraser. Elle ne se contenterait pas de survivre. Elle allait riposter, et il regretterait de l'avoir sous-estimée. Dans le garage, elle s'entraîna jusqu'à l'aube, répétant les mouvements que Jamal lui avait enseignés. Blocage, esquive, frappe précise. Chaque coup était une réponse aux moqueries, à la photo profanée, au regard qui la réduisait à une étrangère. Elle frappa le sac jusqu'à ce que ses bras tremblent, jusqu'à ce que la rage devienne une flamme maîtrisée, une arme affûtée. « Ils ne savent pas ce qui les attend », murmura-t-elle, essuyant la sueur de son front. Le lendemain matin, Aïcha retourna à l'école, son carnet glissé dans son sac, ses poings prêts à défendre son honneur. Elle savait que Marcus ne s'arrêterait pas, mais elle non plus.
La colère qui brûlait en elle n'était plus un fardeau. C'était une torche, et elle était prête à embraser tout sur son passage. Les couloirs du lycée Carl von Millstone vibraient d'une tension palpable, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Aisha Coleman avançait, ses pas résonnant sur le linoléum usé, son carnet noir serré contre sa poitrine. Les murmures s'éteignaient à son passage, remplacés par des regards fuyants ou des chuchotements venimeux. Une rumeur, vicieuse et calculée, s'était répandue comme une traînée de poudre. Une capture d'écran falsifiée, prétendument tirée d'un message d'Aïcha, circulait sur les réseaux sociaux de l'école. Le message, fabriqué de toutes pièces par Marcus Klein et sa clique, insinuait que sa famille était impliquée dans des activités criminelles, un mensonge odieux qui frappait au cœur de son identité, de ses racines, de tout ce qu'elle chérissait. Chaque notification sur son téléphone était une nouvelle blessure, chaque regard moqueur une lame enfoncée plus profondément. La rage qui bouillonnait en elle n'était plus une étincelle, c'était un brasier, prêt à tout consumer. Si cette injustice vous révolte, si vous sentez votre sang bouillir face à cette cruauté, alors soutenez Aïcha. Laissez un commentaire avec un seul mot. Justice. Likez, partagez et faites entendre votre voix pour que ce combat devienne un cri universel. Les jours qui suivirent l'incident de la photo défigurée furent un calvaire. La capture d'écran, un montage grossier mais convaincant, montrait un message attribué à Aïcha, où elle semblait se vanter que son frère Jamal gérait des affaires louches à Berlin. Le mensonge était si grotesque qu'il en devenait crédible pour ceux qui cherchaient une raison de la haïr. Les élèves partageaient l'image dans des groupes WhatsApp, riant et commentant. Pas étonnant qu'elle soit si arrogante. Même les professeurs semblaient la regarder différemment. R. Brown, le professeur d'histoire qui avait balayé l'incident de la photo, l'interrogea en classe avec une insistance inhabituelle, comme si elle devait prouver son honnêteté. « Montre-nous ton travail, Aïcha. On ne voudrait pas de surprise, n'est-ce pas ?» dit-il, un sourire pincé aux lèvres. La classe gloussa, et Aïcha sentit son visage s'échauffer, non pas de honte, mais d'une colère si intense qu'elle dut serrer les poings sous la table pour ne pas exploser. Elle répondit calmement, ses réponses parfaites, mais chaque mot était un effort pour contenir la tempête qui rugissait en elle. Lena Schmidt, qui avait timidement tenté de se rapprocher d'Aïcha après l'incident du panneau d'affichage, se fit plus distante. Sous la pression des autres, elle évitait désormais son regard, s'asseyant à l'autre bout de la cantine, son plateau serré comme un bouclier. Aïcha ne lui en voulait pas vraiment. Lena était faible, terrifiée par l'idée de devenir une cible. Mais cette trahison silencieuse pesait lourd. Clara, la fille qui avait passé la note moqueuse en cours de français, alla plus loin. Lors d'une pause, elle s'approcha d'Aïcha, entourée d'un petit groupe d'amis, et lança avec un sourire perfide. « Alors, Aïcha, c'est vrai que ton frère est un voyou? C'est pour ça que t'es toujours si tendue? » Les rires éclatèrent autour d'elle, et Aïcha, immobile, sentit une chaleur brûlante monter dans sa gorge. « Tu devrais vérifier tes sources, Clara, » répondit-elle, sa voix basse mais tranchante. « Ou mieux, apprends à penser par toi-même. » Clara rougit, mais Marcus, qui observait depuis un coin du couloir, éclata de rire, applaudissant comme s'il assistait à un spectacle. « Bien essayé, Coleman, mais t'es fini ici, » lança-t-il avant de s'éloigner, sa bande sur les talons. Malgré la douleur, Aïcha trouva un allié inattendu en la personne de Karim, un élève discret d'origine marocaine, souvent ignoré par les autres. Lors d'un cours de sciences, alors qu'ils partageaient une paillasse, il murmura « J'ai vu la capture d'écran, c'est des conneries. Ils m'ont fait le même coup l'année dernière, en disant que mon père vendait des trucs illégaux au marché. » Aïcha le regarda, surprise par sa franchise. « T'as fait quoi ?» demanda-t-elle. Karim haussa les épaules, un sourire triste aux lèvres. « Rien. J'ai encaissé. Mais toi, t'as l'air de quelqu'un qui va riposter. » Ces mots, simples mais sincères, allumèrent une lueur d'espoir en elle. Karim n'était pas un combattant, mais il était honnête, et dans cet enfer, cela valait de l'or. Une autre lueur vint de Frau Keller, une jeune conseillère scolaire aux lunettes épaisses et à la voix douce. Après un cours, elle retint Aïcha dans un couloir désert. « J'ai entendu parler de la photo et de cette rumeur, » dit-elle, son regard empreint de compassion. « Je ne peux pas agir sans preuve concrète, mais je te crois. Continue de noter tout, Aïcha. Et si tu as besoin de moi, ma porte est ouverte. » Bien,
Aïcha hocha la tête, touchée mais prudente. Elle avait appris à ne pas faire confiance trop vite, mais l'offre de Frau Keller était un fil auquel s'accrocher. Dans son carnet noir, Aïcha documentait tout avec une précision maniaque. Les dates, les heures, les noms, les mots exacts. La capture d'écran qu'elle avait imprimée et collée sur une page était entourée de notes sur les élèves qu'il avait partagés, les commentaires qu'ils avaient laissés. Elle photographiait les messages sur son téléphone, archivait chaque insulte, chaque regard complice. Avec Karim, elle commença à élaborer un plan. Exposer Marcus et son système de terreur lors d'une réunion scolaire. « Ils pensent qu'on va se taire », dit-elle un jour, alors qu'ils étaient assis sous un chêne dénudé dans la cour. « Mais ils se trompent, on va leur montrer qu'on n'est pas seul. » Karim acquiesça, nerveux mais déterminé. « Je suis avec toi. Mais fais attention, Marcus a des amis partout, même parmi les profs. » La situation atteignit un point de non-retour lors d'une assemblée scolaire dans l'auditorium. Alors que le proviseur, Herr Fischer, parlait des prochaines compétitions sportives, l'écran derrière lui s'alluma soudainement, affichant une vidéo. Les images, floues mais reconnaissables, montraient Aïcha fouillant dans le sac d'un élève. Un montage grossier, mais assez convaincant pour déclencher des murmures dans la foule. Marcus, debout au fond de la salle, cria « Regardez, la voleuse de Berlin, on savait qu'elle était pas nette !» Les rires éclatèrent, cruels, implacables, comme une vague écrasant tout sur son passage. Aïcha, assise au troisième rang, sentit son cœur se serrer, mais elle resta immobile, ses yeux fixés sur l'écran. Elle reconnut le sac. Il appartenait à Clara, qui avait prétendu être son amie avant de la trahir. La vidéo était-elle un mensonge, mais la honte publique était bien réelle. Les professeurs échangèrent des regards, certains secouant la tête comme si elle les avait déçus. Herr Braun, assis près de la scène, murmura à un collègue. « Je savais qu'elle causerait des problèmes. » Mais, au milieu de cette tempête, Aïcha remarqua un détail. Léna, assise à quelques rangs, tenait son téléphone, filmant discrètement la scène. Leurs regards se croisèrent et Léna, les joues rouges, hocha légèrement la tête. Ce geste, presque imperceptible, ralluma une flamme en Aïcha. Quelqu'un voyait la vérité. Quelqu'un résistait, même en silence. Après l'assemblée, Aïcha trouva Léna près des casiers. « Tu as filmé » dit-elle, sans accusation. Léna baissa les yeux, honteuse. « Je voulais faire quelque chose, mais j'ai eu peur. Je vais garder la vidéo. Si tu en as besoin... » Aïcha hocha la tête, un mélange de gratitude et de frustration dans la poitrine. « Garde-la bien, Léna, parce que ça va servir. » Ce soir-là, Aïcha rentra chez elle, le poids de la journée écrasant ses épaules. Sa mère, Nadine, remarqua immédiatement son silence. « Aïcha, parle-moi, » dit-elle, posant une main sur son bras. Aïcha secoua la tête, les larmes menaçant de couler. « Ils ont fait une vidéo, maman. Ils m'ont fait passer pour une voleuse. Ils ont dit que Jamal était un criminel. » Nadine serra les mâchoires, ses yeux brillants de colère. « Ces petits monstres. Je vais aller voir le proviseur demain. » Aïcha attrapa son poignet, désespérée. « Non, maman, ça ne fera qu'empirer. Laisse-moi gérer. » Nadine la fixa longuement, puis soupira. « D'accord, mais tu ne portes pas ça toute seule, compris ?» Aïcha acquiesça, mais dans son cœur, elle savait qu'elle devait se battre seule, du moins pour l'instant. Dans le garage, elle appela Jamal. « Ils ont touché à toi cette fois, » dit-elle, la voix tremblante de rage. « Ils ont dit que t'étais un criminel. » Jamal jura à l'autre bout du fil. « Ces salauds, tu veux que je vienne ?» Aïcha secoua la tête, même s'il ne pouvait pas la voir. « Non, mais apprends-moi encore. Je veux être prête. » Pendant 1 heure, Jamal la guida à travers des mouvements de défense. Comment bloquer un coup, comment utiliser le poids d'un adversaire contre lui, comment rester calme sous la pression. « Tu ne frappes pas pour détruire, Aïcha, » dit-il. « Tu frappes pour te protéger, pour protéger les nôtres. » Elle hocha la tête, frappant le sac de boxe jusqu'à ce que ses bras hurlent de douleur. Chaque coup était un cri, une réponse au mensonge, à la vidéo, à la trahison de Clara, au silence de Léna, aux mots de Herr Braun. Le lendemain, un nouvel affront l'attendait. En arrivant à l'école, Aïcha trouva son vélo, celui que sa mère lui avait offert pour son anniversaire, vandalisé. Les pneus étaient crevés, la selle arrachée, et un mot était scotché sur le cadre. « Dégage, ou t'es fini !» Elle resta figée, son souffle court, la colère montant comme une vague. Marcus et sa bande passèrent à ce moment-là, riant bruyamment.
Problème avec ton vélo, Coleman? Lança-t-il, feignant l'innocence. Aïcha le fixa, ses yeux brûlants d'une fureur contenue. T'es pathétique, Marcus. Tu crois que ça va m'arrêter? Il s'approcha, son sourire s'effaçant. T'as pas idée de ce qui t'attend. Mais Aïcha ne recula pas. Et toi, t'as pas idée de qui je suis. Ce midi-là, à la cantine, elle s'assit avec Karim, qui lui glissa un bout de papier. J'ai entendu Ben parler, murmura-t-il. Il prépare quelque chose de gros pour te donner une leçon. Aïcha hocha la tête, son regard dur. Qu'il vienne, je suis prête. Mais en vérité, elle sentait le poids de la solitude. Léna, malgré sa vidéo, restait dans l'ombre. Clara, qui avait signé la pétition implicite contre elle en riant de la vidéo, était perdue. Même Fro Keller, bien qu'encourageante, ne pouvait pas se dresser ouvertement contre le système. Aïcha savait qu'elle devait attendre le bon moment, mais chaque jour, chaque insulte, chaque mensonge rendait l'attente insupportable. Ce soir-là, elle ouvrit son carnet, ajoutant la photo du vélo vandalisé, le mot menaçant, les paroles de Marcus. Elle écrivit jusqu'à ce que ses doigts soient engourdis, chaque mot un pas vers la justice. Elle savait que Marcus ne s'arrêterait pas, mais elle non plus. La tempête se levait, et elle était prête à l'affronter, quoi qu'il en coûte. La cantine du lycée Carl von Millstone était un chaudron prêt à exploser. Les plateaux claquaient, les voix s'éteignaient, et 300 paires d'yeux se braquèrent sur Aïcha Coleman, debout, immobile, face à Marcus Klein. Il venait de saisir son col avec une violence brute, son visage tordu par un rictus de triomphe. Mais Aïcha ne fléchit pas. En un éclair, sa main droite fusa, attrapant son poignet avec une précision chirurgicale. D'un mouvement fluide, appris dans l'ombre du garage familial, elle tordit son bras, le força à plier sous la douleur, et d'un coup de genou précis dans l'abdomen, elle le fit vaciller. Marcus, le roi autoproclamé de l'école, s'effondra au sol avec un gémissement étouffé, son arrogance brisée sous le poids de sa propre chute. La salle entière retint son souffle, figée par l'audace d'une fille noire qui refusait de plier. Si cette injustice vous met en rage, si vous brûlez de voir la justice triompher, alors soutenez Aïcha. Laissez un commentaire avec un seul mot. Justice. Likez, partagez et faites entendre votre cri pour que ce combat ébranle les fondations de l'injustice. La chute de Marcus ne fut pas seulement physique. Elle fit trembler les murs invisibles de l'école. Les téléphones portables, brandis discrètement par des dizaines d'élèves, capturèrent chaque seconde de l'affrontement. En quelques heures, la vidéo devint virale, non seulement dans les groupes WhatsApp de l'école, mais aussi sur les réseaux sociaux à travers Brandenburg, jusqu'à Berlin. Les images d'Aïcha, calme et implacable, neutralisant Marcus avec une maîtrise froide, enflammaient les commentaires. Elle l'a détruit. Enfin quelqu'un qui lui tient tête. Mais la victoire d'Aïcha n'était pas encore acquise. Marcus, humilié, ne comptait pas se rendre sans combattre, et son père, un riche donateur du lycée, avait le pouvoir de faire basculer la balance. Le lendemain de l'incident, une pétition commença à circuler, signée par les amis de Marcus, certains professeurs biaisés, et même Clara, qui avait faim de l'amitié avant de trahir Aïcha avec ses moqueries. La pétition, un document perfide distribué dans les couloirs et partagé en ligne, exigeait l'expulsion d'Aïcha pour agression. Chaque signature était une nouvelle blessure, une trahison supplémentaire. Clara, qui avait souri à Aïcha en classe, apposa son nom avec un regard fuyant, murmurant à une amie. Elle est allée trop loin. Ce geste, cette hypocrisie, frappa Aïcha comme un coup de poignard. Elle sentit une rage incandescente monter en elle, mais elle la canalisa, serrant son carnet noir comme un talisman. Lena Schmidt, rongée par la culpabilité, brisa enfin son silence. Dans un couloir bondé, elle s'approcha d'Aïcha, son carnet à la main, et murmura « J'ai la vidéo de l'assemblée, celle où Marcus a diffusé ce faux montage de toi. Et j'ai filmé hier, dans la cantine. Tout est là. » Ses mains tremblaient, mais ses yeux, pour la première fois, étaient résolus. Aïcha hocha la tête, un mélange de gratitude et de méfiance dans le cœur. « Pourquoi maintenant, Lena ?» demanda-t-elle. Lena baissa les yeux. « Parce que j'en ai marre d'avoir peur. Tu mérites mieux. » Ce moment, fragile mais puissant, scella une alliance. Karim, l'allié discret d'Aïcha, se joignit à elle, apportant ses propres preuves. Des captures d'écran des messages de Marcus incitant ses amis à harceler Aïcha.
des enregistrements de conversations où il se vantait de la remettre à sa place. Ensemble, ils décidèrent de porter leur combat au cœur du système, une réunion du conseil scolaire, prévue dans la salle de conférence vitrée de l'école. Mais avant cela, l'école devint un champ de bataille. La pétition contre Aïcha gagna du terrain, alimentée par le père de Marcus, R. Klein, un homme d'affaires influent qui appela le proviseur, R. Fisher, pour exiger des sanctions immédiates contre Aïcha. « Elle a attaqué mon fils devant tout le monde », tonna-t-il lors d'une réunion à huis clos, dont les échos parvinrent aux oreilles d'Aïcha via Frau Keller, la conseillère scolaire. R. Fisher, un homme aux cheveux grisonnants et à l'échine souple face aux puissants, sembla plier sous la pression. « Nous devons maintenir l'ordre, dit-il, évitant le regard de Frau Keller. Une expulsion pourrait calmer les choses. » Cette nouvelle, murmurée dans les couloirs, frappa Aïcha comme une gifle. Expulsée pour s'être défendue, pour avoir osé tenir tête à un tyran, la colère qui bouillonnait en elle menaçait de déborder, mais elle se rappela les mots de Jamal. « Ne frappe pas pour détruire, frappe pour protéger. » Elle canalisa sa fureur dans son carnet, ajoutant chaque détail de cette conspiration. Les noms des signataires, les mots de R. Fisher, les regards complices des professeurs. Frau Keller, malgré les risques, devint une alliée clé. Dans son petit bureau encombré de dossiers, elle aida Aïcha, Lena et Karim à organiser leurs preuves. « Vous devez être irréprochable, dit-elle, ajustant ses lunettes. Ils chercheront la moindre faille pour vous discréditer. » Aïcha hocha la tête, son carnet ouvert sur la table. Chaque page un cri de révolte. Les photos du vélo vandalisé, la capture d'écran falsifiée, les insultes griffonnées, la vidéo de l'Assemblée. Tout était là, un arsenal de vérité. Karim apporta une idée audacieuse. Organiser un forum étudiant, un espace où d'autres victimes de Marcus pourraient parler. « On n'est pas seul, dit-il, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. Il a fait du mal à beaucoup d'autres. » Lena, hésitante mais résolue, promit de diffuser l'appel sur les réseaux sociaux de l'école, malgré les regards hostiles de ses anciens amis. Le jour du forum arriva, et la salle de sport se remplit à craquer. Des élèves, des professeurs, même quelques parents s'entassaient sur les gradins. Aïcha, Lena et Karim montèrent sur l'estrade, leur cœur battant à tout rompre. Mais avant qu'ils puissent parler, R. Fisher prit le micro, sa voix tremblante. « Nous sommes ici pour discuter d'un incident grave, » commença-t-il, évitant le regard d'Aïcha. « Des mesures disciplinaires sont en cours, mais nous devons aussi examiner les accusations contre Mademoiselle Coleman. » Un murmure de colère traversa la foule, et Aïcha sentit son sang bouillir. Accusation? Elle, la victime, était mise sur le banc des accusés? C'est alors que Clara, assise au premier rang, leva la main. « J'ai signé la pétition, » dit-elle d'une voix claire, attirant tous les regards, parce que je pensais qu'Aïcha avait exagéré. Mais j'avais tort. J'ai vu ce que Marcus lui a fait. J'ai vu la vidéo. Elle ne méritait pas ça. Le silence qui suivit était assourdissant. Clara, la traîtresse, venait de basculer. Aïcha, stupéfaite, sentit une fissure dans sa colère. Pas du pardon, mais une reconnaissance de ce courage tardif. Puis vint le coup de grâce. Lena projeta la vidéo de l'Assemblée sur l'écran géant de la salle. Les images montraient Marcus diffusant le faux montage d'Aïcha, volant, dans un sac, suivi des rires cruels de la foule. Puis, la vidéo de la cantine. Marcus saisissant Aïcha, son arrogance, puis sa chute humiliante. Des hoquets de stupeur parcoururent la salle. Karim prit le micro, sa voix tremblante mais ferme. « Ce n'est pas juste Aïcha. C'est moi, c'est d'autres qui ont été harcelés par Marcus et ses amis. On a des preuves. » Il brandit le carnet d'Aïcha, ouvert à une page couverte de notes, de photos, de témoignages. Ça ne peut plus continuer. Les élèves commencèrent à murmurer, certains applaudissant, d'autres baissant la tête, honteux. C'est alors qu'une femme entra dans la salle, sa présence imposante réduisant R. Fisher au silence. Dr Ngozi Adebayo, une avocate des droits civiques, s'avança, son tailleur bleu marine impeccable. « Je m'appelle Ngozi Adebayo, » dit-elle, sa voix résonnant comme un verdict. « J'ai examiné les preuves fournies par Mademoiselle Coleman et ses camarades. Ce que j'ai vu n'est pas un incident isolé. C'est un système de harcèlement, de racisme et de complicité institutionnelle. » Elle se tourna vers R. Fisher.
Vous avez laissé cela prospérer sous votre nez. Le proviseur pâlit, incapable de répondre. Dr Adebayo s'adressa à la foule. Aucun élève ne devrait avoir à se défendre seul parce que les adultes ont fermé les yeux. La réunion se transforma en tribunal. Des élèves se levèrent, un à un, partageant leurs propres histoires. Une fille parla d'insultes racistes chuchotées dans les couloirs. Un garçon raconta comment Marcus l'avait humilié pour son accent. Chaque témoignage était une pierre ajoutée à l'édifice de la justice. Aïcha, debout à côté de Karim et Léna, sentit son cœur s'alléger, non pas parce que la douleur disparaissait, mais parce qu'elle n'était plus seule. Frokeller, depuis le fond de la salle, hocha la tête, les larmes aux yeux. Herbrand, lui, resta silencieux, son visage fermé, mais ses mains tremblaient. Le lendemain, Marcus fut suspendu, et une enquête officielle fut ouverte. Herr Klein, furieux, menaça de retirer ses financements, mais Dr Adebayo, implacable, déposa une plainte formelle auprès du conseil scolaire régional. La pétition contre Aïcha s'effondra, discréditée par les preuves accablantes. Mais le combat n'était pas terminé. Dans le bureau de Frokeller, Aïcha, Léna et Karim élaborèrent un plan. Un programme de mentorat pour les élèves marginalisés, des formations obligatoires contre le racisme pour les professeurs et une plateforme anonyme pour signaler les abus. « Ce n'est pas juste pour nous », dit Aïcha, son carnet ouvert devant elle. « C'est pour tous ceux qui viendront après. » Quelques jours plus tard, un courrier inattendu glissa sous la porte du casier d'Aïcha. Une lettre de Marcus écrite à la main, tremblante. « Je sais que je ne peux rien réparer », écrivait-il. « Ce que j'ai fait était impardonnable. Je suis en thérapie. Je travaille sur ma colère. J'ai vu ton interview à la télé locale. Tu as dit que le silence protège les bourreaux. Ça m'a secoué. Je ne demande pas ton pardon, mais je veux essayer d'être meilleur. » Aïcha lut la lettre, encore et encore, sans savoir ce qu'elle ressentait. Pas du pardon, pas encore, mais une reconnaissance peut-être qu'un changement, même infime, était possible. Le lycée Carl von Millstone ne fut plus jamais le même. Les couloirs, autrefois étouffés sous le poids du silence, vibraient d'une nouvelle énergie. Les élèves parlaient, les professeurs écoutaient, et un nouveau panneau apparut près du secrétariat. Espace de dialogue pour une école juste. Aïcha, Léna et Karim furent élus représentants d'un conseil étudiant pour l'égalité, leurs noms inscrits sur des badges officiels. Lors de la première réunion, Dr Adebayo les rejoignit, son regard fier posé sur Aïcha. « Tu n'es pas un symbole, lui dit-elle. Tu es un feu, et ce feu va allumer d'autres flammes. » Ce soir-là, Aïcha s'assit sur le perron de sa maison, son carnet sur les genoux. Sa mère, Nadine, s'installa à côté d'elle, une tasse de thé fumante entre les mains. « Tu as changé quelque chose, ma fille, » murmura-t-elle. « Je suis tellement fière. » Aïcha sourit, un sourire fatigué mais sincère. « Je ne suis pas seule, maman, pas anymore. » Elle ouvrit son carnet, tourna une nouvelle page et écrivit « De la preuve à l'impact, mentorat, formation, voix, ne jamais s'arrêter, même quand c'est silencieux. » Dehors, les étoiles brillaient, et pour la première fois, Aïcha sentit qu'elle n'était plus seulement une survivante. Elle était une étincelle, et le monde autour d'elle commençait à s'embraser. L'histoire d'Aïcha Coleman, une jeune fille noire confrontée au racisme et au harcèlement dans un lycée majoritairement blanc à Brandenburg, résonne comme un cri de révolte et d'espoir. En France, où les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité sont inscrites dans l'âme républicaine, mais où les discriminations persistent dans l'ombre, le parcours d'Aïcha touche une corde sensible. Son courage face à l'injustice, sa capacité à transformer la douleur en action et son refus de se soumettre face à l'oppression offrent des leçons universelles, profondément en phase avec la culture française, où la résistance et la quête de justice occupent une place centrale. À travers son combat, Aïcha nous invite à réfléchir sur notre propre rôle dans la lutte contre les discriminations et à agir pour bâtir une société plus juste. 1. Le courage de dire non à l'injustice. Aïcha, face à Marcus et sa bande, incarne un courage qui puise sa force dans ses racines familiales et son identité. En France, où l'histoire est marquée par des figures comme Jean Moulin ou Simone Veil, qui ont défié l'oppression au péril de leur vie, le refus d'Aïcha de plier face au harcèlement évoque cette tradition de résistance. Son choix de documenter chaque insulte, chaque acte de mépris, montre que le courage n'est pas seulement dans l'action spectaculaire, mais dans la persévérance quotidienne.
Dans notre société, où le racisme peut se manifester par des micro-agressions, un regard appuyé dans le métro, un commentaire sur un accent, une blague douteuse au bureau, l'exemple d'Aïcha nous pousse à ne pas fermer les yeux. Nous pouvons l'appliquer en dénonçant les injustices, même petites, en soutenant les victimes de discrimination ou en participant à des initiatives citoyennes, comme les marches contre le racisme. Dire non, comme Aïcha, c'est refuser de normaliser l'inacceptable. 2. La force de la solidarité collective. Le tournant de l'histoire d'Aïcha survient lorsque Léna, Karim et d'autres élèves se rallient à elle. Léna, d'abord paralysée par la peur, finit par partager la vérité, tandis que Karim, victime silencieuse, trouve le courage de s'exprimer. En France, où la fraternité est une valeur cardinale, cette solidarité rappelle l'importance de l'union face à l'adversité. Dans nos écoles, nos quartiers ou nos entreprises, combien de fois avons-nous vu des injustices et choisi le silence par crainte d'être ostracisés? L'histoire d'Aïcha nous enseigne que la justice ne s'accomplit pas seule. Nous pouvons nous inspirer de cette leçon en tissant des liens de solidarité, soutenir un collègue discriminé, rejoindre une association comme SOS Racisme ou simplement écouter et amplifier la voix de ceux qui souffrent. La France, avec ses traditions de mouvements citoyens et de grèves collectives, nous rappelle que c'est ensemble que nous changeons les choses. 3. Transformer la souffrance en action constructive. Le carnet noir d'Aïcha, où elle consigne chaque incident, n'est pas un simple journal de ses douleurs, c'est une arme pour transformer l'injustice en changement. En proposant des solutions concrètes, un programme de mentorat, des formations contre le racisme, elle montre que la colère peut devenir un moteur de progrès. En France, où la devise « liberté, égalité, fraternité » inspire des générations, cette approche résonne avec notre penchant pour les réformes et les débats d'idées. Face aux défis comme les inégalités raciales ou les violences scolaires, nous pouvons suivre l'exemple d'Aïcha en canalisant nos frustrations dans des actions positives, créer des ateliers éducatifs dans nos écoles, participer à des conseils municipaux pour promouvoir l'inclusion ou écrire pour sensibiliser, comme le font les intellectuels français depuis Voltaire. La souffrance, si elle est transformée, devient une force. 4. La maîtrise de soi comme acte de résistance. Aïcha, formée par son frère Jamal à la défense physique, utilise ses compétences avec précision et contrôle, ne frappant qu'en dernier recours. Ce sang-froid, dans un moment de violence, est une leçon de dignité. En France, où la maîtrise de soi est valorisée comme une forme d'élégance morale, l'attitude d'Aïcha nous inspire. Dans nos vies, face aux provocations, qu'il s'agisse d'un commentaire raciste ou d'une injustice au travail, nous pouvons apprendre à répondre avec calme et stratégie sans céder à la colère destructrice. Cela peut se traduire par des actions comme signaler un comportement discriminatoire via les canaux officiels, s'entraîner à des réponses assertives ou chercher des alliés pour construire une réponse collective. La maîtrise de soi, comme Aïcha l'a montré, est une arme puissante. 5. Le poids de la persévérance. Le combat d'Aïcha ne s'arrête pas après sa victoire sur Marcus. Elle continue, avec Léna et Karim, à bâtir un avenir plus juste à travers des initiatives durables. Cette persévérance face à l'adversité est une valeur française, incarnée par des figures comme Olympe de Gouges, qui a lutté pour les droits des femmes jusqu'au bout. Dans nos vies, où les changements sociaux sont souvent lents, l'exemple d'Aïcha nous rappelle de ne pas abandonner. Que ce soit en militant pour des lois plus inclusives, en éduquant nos proches sur les discriminations ou en soutenant des initiatives locales, la persévérance est la clé. Chaque pas, même petit, compte. Un appel à l'action. L'histoire d'Aïcha Coleman n'est pas seulement celle d'une jeune fille, c'est un miroir tendu à chacun de nous. En France, où la quête de justice est un idéal vivant, son combat nous rappelle que le racisme et l'injustice ne disparaissent pas seuls. Ils exigent notre courage, notre solidarité et notre persévérance. Appliquons ces leçons dans nos vies. Dénonçons, soutenons, agissons. Et pour amplifier ce message, faisons vivre cette histoire au-delà de l'écran. Si le courage d'Aïcha vous inspire, si vous croyez en la justice, alors, like cette vidéo. Partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer et laissez un commentaire avec un seul mot. Justice.
Ensemble, faisons de ce cri un écho qui changera le monde. L'histoire d'Aisha Coleman, une jeune fille noire confrontée au racisme et au harcèlement dans un lycée majoritairement blanc à Brandenburg, est bien plus qu'un récit individuel. C'est un appel vibrant à la réflexion et à l'action. En France, où les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité forment le socle de notre identité républicaine, mais où les discriminations raciales et sociales persistent dans les interstices de la société, le parcours d'Aisha résonne comme un cri d'alarme. Son courage face à l'oppression, sa capacité à transformer la douleur en un levier de changement et son refus obstiné de plier face à l'injustice offrent des leçons profondes, ancrées dans une universalité qui s'aligne avec la culture française, où la résistance, le débat et la quête de justice occupent une place centrale. À travers son combat, Aisha nous pousse à nous interroger sur notre propre rôle dans la lutte contre les injustices et à agir pour construire une société plus équitable dans l'esprit des grandes figures françaises qui ont marqué l'histoire par leur engagement. 1. Le courage de dire non à l'injustice. Le courage d'Aisha face à Marcus Klein et sa bande est une flamme qui éclaire la voie. En France, où l'histoire est jalonnée de héros comme Jean Moulin, qui a défié l'occupation nazie, ou Simone Veil, qui a lutté pour les droits des femmes, l'attitude d'Aisha s'inscrit dans cette tradition de résistance face à l'oppression. Elle ne se contente pas de subir, elle documente chaque insulte, chaque acte de mépris, transformant sa douleur en preuve. Ce choix, méthodique et puissant, nous enseigne que le courage n'est pas seulement dans les gestes héroïques, mais dans les actes quotidiens de défi. En France, où le racisme peut se manifester par des micro-agressions, un regard appuyé dans le métro, un commentaire sur un nom exotique, une plaisanterie douteuse dans un dîner, nous pouvons nous inspirer d'Aisha pour refuser de normaliser ces comportements. Dire non, c'est signaler un collègue qui fait une remarque raciste, soutenir un ami victime de discrimination ou participer à une manifestation pour l'égalité. Comme Aisha, nous devons oser affronter l'injustice, même lorsque la peur nous tenaille. 2. La force de la solidarité collective. Le moment clé de l'histoire d'Aisha survient lorsque Léna, Karim et d'autres élèves se joignent à elle, brisant le mur du silence. Léna, d'abord paralysée par la crainte d'être ostracisée, finit par partager la vérité, tandis que Karim, lui-même victime de harcèlement, trouve la force de s'exprimer. En France, la fraternité est une valeur cardinale, inscrite dans notre devise nationale et incarnée dans des moments de solidarité comme les élans citoyens lors des crises ou les mouvements associatifs. L'histoire d'Aisha nous rappelle que la justice ne s'accomplit pas en solitaire. Combien de fois, dans nos écoles, nos quartiers ou nos lieux de travail, avons-nous vu une injustice et choisi le silence par peur du rejet? La leçon d'Aisha est claire. La solidarité est une arme. Nous pouvons l'appliquer en soutenant un collègue discriminé, en rejoignant une association comme SOS Racisme ou en amplifiant les voix marginalisées sur les réseaux sociaux. Dans l'esprit français, où les grèves et les manifestations sont des traditions vivantes, nous devons bâtir des ponts entre nous pour transformer le silence en action collective. 3. Transformer la souffrance en action constructive. Le carnet noir d'Aisha, où elle consigne chaque incident avec une précision chirurgicale, n'est pas un simple recueil de plaintes. C'est un outil de transformation. En proposant des solutions concrètes, un programme de mentorat pour les élèves marginalisés, des formations contre le racisme pour les professeurs, elle montre que la douleur peut devenir un moteur de progrès. En France, où la devise « liberté, égalité, fraternité » inspire des générations de réformateurs, cette approche résonne avec notre amour des idées et des réformes. Face aux défis comme les inégalités raciales, les violences scolaires ou les discriminations dans l'emploi, nous pouvons suivre l'exemple d'Aisha en canalisant notre frustration dans des actions positives. Cela peut prendre la forme d'ateliers éducatifs dans les écoles, de participation à des conseils citoyens pour promouvoir l'inclusion ou des cris engagés dans la presse ou sur les réseaux sociaux, dans la lignée des intellectuels français comme Voltaire ou Zola. La souffrance, lorsqu'elle est transformée, devient une force pour changer le monde. 4. La maîtrise de soi comme acte de résistance. Formée par son frère Jamal à la défense physique, Aisha utilise ses compétences avec une précision et un contrôle remarquables, ne frappant qu'en dernier recours.
Ce sang-froid face à la violence de Marcus est un acte de dignité, une leçon de maîtrise de soi qui résonne avec l'élégance morale valorisée en France. Dans un pays où la retenue et la réflexion sont admirées, l'attitude d'Aïcha nous inspire à répondre aux provocations, qu'il s'agisse d'un commentaire raciste ou d'une injustice professionnelle, avec calme et stratégie. Cela peut se traduire par des actions comme signaler un comportement discriminatoire via les canaux officiels, préparer des réponses assertives lors de discussions tendues ou chercher des alliés pour construire une réponse collective. La maîtrise de soi, comme Aïcha l'a démontré, est une arme puissante qui confère du poids à nos combats. 5. Le poids de la persévérance. Le combat d'Aïcha ne s'arrête pas après sa victoire sur Marcus. Avec Léna et Karim, elle continue à œuvrer pour un avenir plus juste, proposant des initiatives durables comme des plateformes de signalement anonymes et des programmes de mentorat. Cette persévérance face à l'adversité est une valeur profondément française, incarnée par des figures comme Olympe de Gouges, qui a lutté pour les droits des femmes jusqu'à son dernier souffle. Dans un pays où les réformes sociales prennent souvent du temps, l'exemple d'Aïcha nous rappelle de ne pas baisser les bras. Que ce soit en militant pour des lois plus inclusives, en éduquant nos proches sur les discriminations ou en soutenant des initiatives communautaires, chaque pas compte. La persévérance d'Aïcha nous enseigne que les changements durables se construisent brique par brique, même lorsque le chemin semble long. 6. La puissance de la vérité documentée. Le carnet d'Aïcha, rempli de preuves, dates, heures, noms, photos, est la clé de sa victoire. En France, où le débat public repose sur la raison et les faits, cette approche est un modèle. Documenter les injustices, comme Aïcha l'a fait, c'est refuser de laisser les oppresseurs réécrire l'histoire. Dans nos vies, cela peut signifier tenir un journal des discriminations subies, signaler des abus aux autorités compétentes ou partager des témoignages sur des plateformes comme Mediapart. La vérité, lorsqu'elle est soutenue par des preuves, devient une arme redoutable contre l'injustice. 7. L'impact d'une voix authentique. Lorsqu'Aïcha prend la parole lors du forum, elle ne lit pas un discours préparé, elle parle avec vérité, touchant les cœurs. En France, où l'éloquence est une forme d'art, de Victor Hugo à Aimé Césaire, la voix d'Aïcha nous rappelle le pouvoir des mots sincères. Nous pouvons appliquer cela en partageant nos histoires, en participant à des débats publics ou en écrivant pour sensibiliser. Une voix authentique, comme celle d'Aïcha, peut déplacer des montagnes. L'histoire d'Aïcha Coleman est un miroir tendu à chacun de nous, un rappel que le racisme et l'injustice ne disparaissent pas seuls. En France, où la quête de justice est un idéal vivant, son combat nous pousse à agir, dénoncer, soutenir, persévérer. Appliquons ces leçons dans nos écoles, nos quartiers, nos vies. Si le courage d'Aïcha vous inspire, si vous croyez en un monde plus juste, alors faites entendre votre voix. Likez cette vidéo pour montrer votre soutien. Partagez-la avec vos amis pour amplifier ce message. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer et laissez un commentaire avec un seul mot: Justice. Ensemble, transformons ce cri en un mouvement qui changera le monde.